Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Phishing, les dernières actualités et recommandations. Je m'appelle Latifa et je serai votre modérateur. Je donne maintenant la parole à Benjamin Lochner et Simon Gobert, nos intervenants d'aujourd'hui. Merci Latifa. Bonjour, donc je suis Benjamin, je suis ravi de vous avoir sur le webinaire avec nous. Aujourd'hui, ce que nous allons voir sont les différents points suivants. La première, ce sont les canaux et les méthodes qui sont utilisés dans les cas de phishing. Deuxième partie, on va voir les tendances, et tout particulièrement autour de la période que nous connaissons aujourd'hui par rapport au Covid-19. Et pour finir, nous allons voir les recommandations sur 3 points importants. Le premier étant la prévention, le second, la détection, et le troisième, l'intervention. Commençons par les différents canaux et méthodes qui sont utilisés. Avant toute chose, revenons rapidement sur ce qu'est le phishing. Donc le phishing, qui est aussi appelé hameçonnage en français, est une cyberattaque qui consiste à envoyer un message générique à un grand nombre de destinataires qui va faire croire aux victimes potentielles que le message reçu, que l'email, provient d'une source de confiance. On en voit assez régulièrement qui proviennent des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs de téléphonie mobile, des chaînes de télévision payantes, des anciennes qui nous offrent des bons cadeaux, etc. En voyant un logo qui nous est familier, le destinataire sera incité à ouvrir cette communication, à cliquer sur un lien et parfois même à divulguer ses propres informations privées. Comme vous pouvez le voir, il existe de multiples canaux qui peuvent être utilisés et nous sommes malheureusement tous potentiellement des cibles, que ce soit dans le cadre personnel ou bien entendu professionnel. Alors toutefois, il est important de noter que 94% des cas de phishing sont délivrés sous forme d'email avec un lien, mais je dois dire que nous voyons de nouvelles tendances avec aussi une augmentation du nombre de cas qui visent les dispositifs IoT. Alors on va regarder ces cas d'un petit peu plus près. Première chose qui est très importante, c'est le spear phishing. C'est une variante de l'hameçonnage qui va associer des techniques d'ingénierie sociale et qui va viser un nombre limité d'utilisateurs. Il est important de noter que l'ingénierie sociale est l'association de 2 choses. D'une part, des recherches approfondies sur les personnes qui sont visées, mais aussi des techniques de manipulation avancées qui ont pour but de mettre en confiance, de manipuler et de faire pression sur quelqu'un pour qu'il fasse ce qui est demandé de lui. Un cas qui est particulièrement sordide s'est déroulé en Nouvelle-Zélande à la suite du massacre de Christchurch. Une semaine après la tuerie, des cybercriminels ont commencé à agir pour tirer parti du chagrin des amis et de la famille des victimes. Et des emails de spear phishing ont été envoyés à ces personnes leur proposant de participer à des dons pour des aides, des opérations de soutien. Les victimes étaient dirigées vers des fausses pages bancaires et bien sûr des formulaires qui permettaient aux pirates de recevoir les dons et les données personnelles. On a aussi ce qu'on appelle le BEC, Business Email Compromise, que nous pourrons traduire par la compromission des courriers électroniques d'entreprise. En gros, c'est la fraude au président. C'est un type d'escroquerie qui vise les collaborateurs en entreprise. À travers le travail qui est fait en matière d'ingénierie sociale, les cybercriminels se font passer pour des personnes de la direction comme des PDG, des directeurs financiers. Et ce faisant, ils vont tromper le collaborateur ou les collaborateurs qui sont visés pour initier des transferts d'agents, pour réceptionner des informations confidentielles, pour donner accès au système d'information. À la différence du spear phishing et du BIC, on a aussi ce qu'on appelle le whaling. Alors, quant à lui, c'est une méthode dans laquelle le criminel va se faire passer pour un supérieur hiérarchique et qui va cibler directement un autre membre de la direction. Le but ici, bien sûr, va être de soutirer de l'argent, des informations confidentielles et encore une fois de gagner de l'accès au système d'information. Alors, on retrouve bien sûr d'autres canaux qui sont utilisés, tels que par exemple les SMS, tels que les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie que l'on utilise au quotidien, telles que WhatsApp et Viber.
Ensemble, nous allons voir quelques articles de presse qui relatent ces différentes attaques. Alors, comme vous le savez, on est dans un contexte qui est extrêmement particulier. Et dans l'article que vous avez à l'écran, on apprend que de faux emails qui ont repris les éléments visuels de l'OMS ont été envoyés de manière massive dans le monde entier, avec pour but la récupération d'informations personnelles. Nous, en France, on était même au courant de ce genre d'email parce que l'on savait qu'il circulait déjà en Italie avant qu'il n'arrive en France. Nous étions donc psychologiquement préparés à recevoir, mais ce n'a pas empêché que de très nombreuses personnes se sont fait avoir et ont partagé des informations confidentielles. Dans cet article, on apprend également que la société spécialisée en cybersécurité, qui s'appelle Checkpoint, a fait une étude sur les enregistrements de noms de domaine et a constaté que plus de 4000 nouveaux noms de domaine contenant les mots Corona, Covid, virus, Covid masque ont été enregistrés depuis janvier dernier. Google a aussi révélé que par jour, ce sont plus de 18 millions d'emails de phishing et 240 millions de spam qui sont envoyés quotidiennement et qui visent les comptes Gmail. À l'écran, vous avez deux articles qui traitent du BEC, Business Email Compromise, ou la fraude au président. Je vous le rappelle, ce sont ces emails frauduleux qui vont viser des collaborateurs, des prestataires, se faisant passer pour le directeur général ou le directeur financier. Alors, il est très important de noter qu'il n'y a pas que les grands groupes et les multinationales qui sont visés. Bien au contraire, les TPE et les PME sont également visés et il est même parfois plus facile d'avoir gain de cause car les collaborateurs s'attendent peut-être moins à être visés par ce type d'attaque et à côté de cela, ils sont peut-être moins formés à ce type de risque. A contrario, Facebook et Google se sont fait avoir aussi lorsqu'un homme s'est fait passer pour un fabricant de matériel informatique taïwanais. Il a envoyé un certain nombre d'emails à des collaborateurs qu'il avait soigneusement sélectionnés au sujet de factures qui étaient encore impayées. Et il a réussi. Il a réussi à récupérer l'équivalent de 120 millions de dollars qui s'est fait virer sur des comptes bancaires qui étaient basés à Chypre. Alors, il s'avère que cette personne a été condamnée, mais pour une durée de 5 ans seulement. On comprend donc aisément que les gains potentiels dépassent largement les risques qui sont relativement faibles. Pour beaucoup d'entre nous, nous consultons notre téléphone portable à de très nombreuses reprises dans la journée, que ce soit pour les SMS, WhatsApp et autres plateformes de messagerie, les emails, etc. Notre méthode de consommation Internet a réellement évolué puisqu'on est avec le téléphone entre les mains dans les transports, dans l'ascenseur, chez nous, et nous naviguons sans même réellement nous en rendre compte. Et donc ceci est vraiment une aubaine pour les cybercriminels puisqu'ils vont utiliser des plateformes de messagerie pour pouvoir partager des informations avec des liens sur lesquels nous allons naturellement cliquer. Aussi, Bouygues Télécom a été visé par ce type de problématique et comme vous pouvez voir juste en bas, le message dans lequel il est indiqué que dû à la pandémie Covid, il y avait un remboursement qui était effectué et pour avoir ce remboursement, il fallait tout simplement cliquer sur le lien qui était ci-dessous. J'ai moi-même reçu ce type de message durant le confinement, que ce soit pour des remboursements sur les abonnements téléphoniques, mais aussi pour remboursement aussi de chaînes de télévision payantes. Au-delà de l'augmentation du nombre de cas de phishing à travers les plateformes de messagerie ou bien les SMS, on commence à retrouver de plus en plus de fausses applications. Alors, il s'avère que ces applications sont disponibles sur les App Store d'Apple, sur les Play Store sous Android, et l'installation d'une fausse application va permettre à des cybercriminels d'accéder à nos téléphones et du coup, nos contacts, nos photos et surtout nos mots de passe. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous consultons nos comptes bancaires, nos emails, nos comptes Netflix et tout autre site ou plateforme qui comprennent un mot de passe et un identifiant, forcément, c'est quand même inquiétant. Et aussi, il faut savoir que la sécurité sur un téléphone portable n'est pas du tout aussi perfectionnée que sur un ordinateur. Comme on le voit sur l'article qui est présent à l'écran, il a été détecté que plusieurs
fausses applications étaient disponibles sur les stores et qui reprenaient la forme de rencontres, des applications de paris sportifs, des jeux de hasard et aussi des VPN. Alors, quelles sont les tendances? Soyons clairs, les tendances ne sont pas vraiment bonnes. Les indicateurs sont plutôt au rouge. Et avec la situation Covid qui a été vraiment terrible pour tous les pays du monde, il y a aussi de très nombreuses personnes qui ont été victimes de ce type d'escroquerie. La raison, elle est simple. Notre attention est détournée. On est beaucoup plus axé sur la situation sanitaire. Est-ce que nous allons connaître le confinement, oui ou non? Est-ce que ce sera par département, par ville, oui ou non? Est-ce qu'il faut porter un masque, oui ou non? Est-ce qu'il faut retourner à l'école, au lycée, etc., ou au travail? Voilà, on ne le sait pas. Donc, on est au final absolument submergé par l'information. Et dès qu'on met le doigt sur la moindre source d'infos, valable ou non, on va aller la regarder. Il s'avère que Barracuda Networks a enregistré en un mois seulement un bond de 667% de cas de phishing et d'emails qui avaient pour thème le Covid. Sans surprise, les pirates surfent sur l'actualité du coronavirus. Avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont dû s'adapter. Elles ont demandé à leurs employés de travailler à distance à partir du mois de mars. En revanche, cette décision a eu des répercussions quand même relativement importantes en matière de cybersécurité. Selon Malwarebytes, la réponse à la Covid-19 dans le monde des affaires a créé des lacunes assez importantes au niveau de la cybersécurité, ce qui a fait que le nombre d'incidents de sécurité a augmenté. Une enquête a été menée auprès de 200 professionnels de l'informatique et de la cybersécurité. Et cette étude suggère que depuis le début de la pandémie, le travail à distance a été à l'origine de 20% des failles de sécurité pour les organisations. À cela s'ajoute le nombre d'emails de phishing qui a littéralement explosé et des milliers de campagnes frauduleuses qui ont été directement liées à la pandémie du Covid-19. Un exemple de ce type de campagne s'est déroulé en Angleterre. Les employés de la NHS, qui est le service national de santé britannique, ont été visés par plus de 40 000 tentatives de phishing et ces tentatives ont eu lieu au plus fort de la pandémie dans le pays, c'est-à-dire entre le mois de mars et la première moitié de juillet. Dans cette étude, on apprend aussi que 75% des personnes qui ont été interrogées par Malwarebytes se montrent favorables au travail à distance, mais que 40% précisent qu'aucun contrôle ou audit de sécurité supplémentaire n'a été effectué pour renforcer la sécurité. On le sait, de nombreuses entreprises se sont adaptées en fournissant le matériel nécessaire, des écrans, des laptops, des souris, ce qui, bien évidemment, a permis de poursuivre l'activité. En revanche, 3/4 des entreprises n'ont pas pris ces dispositions particulières en matière de cybersécurité. Je vais maintenant vous laisser avec Simon. Merci Benjamin, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc des recommandations pour vous aider à vous protéger du phishing. Nous vous proposons 3 types d'actions. D'abord la prévention, ensuite la détection et enfin l'intervention. Alors en ce qui concerne la prévention, comment prévenir le phishing? Il n'est aujourd'hui pas possible d'anticiper tous les cas de phishing. On peut cependant prévenir une partie, et notamment les cas de phishing qui prêtent le plus à confusion. Alors pour cela, nous vous recommandons dans un premier temps de réserver les noms de domaine les plus évidents et dans un deuxième temps de bloquer proactivement les emails non autorisés via le protocole d'IMARC. On ne peut pas tout enregistrer. Le cybercriminel trouvera toujours un moyen d'adresser son attaque.
On peut cependant enregistrer les noms de domaine qui prêtent le plus à confusion. Si on part de votre marque principale, par exemple, nous pouvons vous recommander, et notamment si on regarde la partie gauche, d'enregistrer les principales variantes de cette marque. Pourquoi pas avec ou sans tiret, avec ou sans S, en association avec le mot groupe, avec ou sans E, en association avec un terme, un nom de votre secteur, ou pourquoi pas en remplaçant les principales lettres, remplacer le 0 par un O, le I par un L ou inversement. Ensuite, si on regarde la partie droite, on peut vous recommander d'enregistrer votre marque dans les principales extensions. Alors, notamment pour les entreprises françaises, en .com, .net et .fr. Et pourquoi pas dans les principales et nouvelles extensions génériques, telles que le .email, le .groupe. Et pourquoi pas aussi dans les extensions qui sont relatives à votre secteur, le .imo, le .shop, etc. Enfin, dernière idée, c'est pourquoi pas ne pas profiter des procédures de blocage qui existent, telles que les procédures de type DPML, DPML+, etc. Nous vous recommandons aussi la mise en place du protocole d'IMARC. La mise en place du protocole d'IMARC vous permet d'éviter ce qu'on appelle le spoofing. Alors dans le slide, comme vous pouvez le voir, en vert, un email légitime, donc par exemple qui émane de votre société, et en rouge, les exemples de mails frauduleux. On voit dans le slide les deux premiers emails frauduleux en haut, donc soit un nom de domaine qui typosquat votre nom de domaine, marketing@client-2t.com, ou juste en dessous, une adresse email gratuite de type Gmail. Et pour tous ces deux exemples, ces cas de phishing arrivent directement dans la boîte de réception du consommateur. Le dernier cas, tout en bas, CIO@client.com, est lui une illustration du spoofing email. Le cybercriminel adresse un email en utilisant votre nom de domaine principal pour usurper votre identité. Le protocole d'IMARC, lui, permet donc de bloquer une bonne partie de ce type d'email avant même qu'il n'arrive dans la boîte de réception du destinataire. Vous l'avez compris, d'IMARC ne peut être mis que sur les noms de domaine que vous détenez. Ici, en l'occurrence, la partie de gauche en vert. Il convient donc de se protéger sur les noms de domaine que vous ne détenez pas et qui peuvent être créés par des tiers. Ici à droite, avec comme exemple des sous-domaines, des noms de domaine d'autres marques, des noms de domaine d'affiliés ou des noms de domaine génériques qui peuvent être utilisés pour du phishing. Il convient donc de mettre en place des outils de détection. En ce qui concerne la détection, il n'y a pas de solution magique, mais il y a un ensemble de sources d'informations qui permettent de détecter au plus vite les cas de phishing. On peut citer notamment les pièges à spam ou flux d'informations sur la fraude, les analyses d'URL des weblogs, les analyses des emails abuse ou les analyses des enregistrements de noms de domaine. Comment fonctionne la solution de détection de CSC? Alors d'abord, on collecte et on agrège les données. Il y a ensuite une analyse automatique et un scoring. Et enfin, les analyses confirment la présence du phishing. Alors parlons de la collecte. Nous collectons les résultats des surveillances quotidiennes de tous les nouveaux noms de domaine enregistrés. On va recueillir quotidiennement les fichiers de zone, que cela soit pour les extensions génériques ou les extensions pays. Nous collectons aussi l'information de honeypots, les pots de miel. Cela consiste à attirer les hameçonneurs vers un site web non protégé, un compte de messagerie, un serveur non protégé. Lorsque les hameçonneurs mettent leur code sur le site web, nous pouvons ainsi identifier leurs techniques, les codes utilisés, etc. et ainsi mieux les détecter. Nous collectons aussi les flux de données des partenaires, c'est-à-dire les résultats d'autres pots de miel que nous achetons ou qui nous sont partagés. Nous collectons aussi les URL de vos weblogs. Donc les logs de vos sites principaux peuvent nous permettre de mettre la main sur des sites de phishing. Enfin, nous pouvons également collecter les URL de phishing qui vous sont adressés sur votre boîte mail dédiée, si vous en disposez une. Si vous disposez d'une boîte mail à destination de vos clients afin qu'ils partagent avec vous les cas de phishing détectés, nous pouvons collecter les informations de cette boîte en temps réel et l'analyser, quel que soit le jour ou l'heure. Si on regarde ensuite le deuxième élément important, l'analyse, la deuxième grande étape. Nous analysons en fait les menaces en fonction des éléments en présence. Nom de marque, nom de domaine, compte utilisateur, logo, image, etc.
Le système identifie toutes les informations lors de l'exploration. Et le scoring intelligent définit ce qui est pertinent et ce qui pourrait être surveillé attentivement à des fins de escroquerie. Troisième étape, la validation du phishing. Une fois que l'outil a produit un score, les résultats sont envoyés à l'équipe d'analystes. Les analystes mèneront les recherches appropriées et valideront le cas de phishing. Une fois la fraude confirmée, le code HTML, le FAI, le bureau d'enregistrement, le CMS, l'empreinte digitale, c'est-à-dire le kit d'hameçonnage, tout ça est extrait des résultats. Et ceci est utilisé en fait pour identifier les futurs cas de phishing semblables. La détection de noms de domaine se veut être la plus large possible. Nous allons détecter différentes atteintes. On peut parler notamment des homoglyphes, que vous devez connaître maintenant avec l'association de caractères différents alphabets ou les accents. On va détecter tout ce qui va être les homophones, donc le même son, qui est un nom de domaine qui sera exprimé de la même manière. On va étendre la surveillance aussi au CCTLD, donc aux extensions de pays. On va regarder ce qu'on appelle les combos squatting, donc l'association avec d'autres termes, ou alors avec l'usage de tirets, etc., entre les différents termes. Ou alors les extra-periods, c'est l'association donc de sous-domaines avec un nom de domaine, afin de se rapprocher au maximum du nom de votre marque. Une fois que nous avons détecté un enregistrement destiné à une escroquerie, soit il y a cas de phishing, et dans ce cas-là, on va agir directement dessus, ou soit on va le mettre sur une liste noire. Cette liste noire, nous la surveillons afin de détecter tout changement de contenu ou toute évolution relative au serveur de messagerie. Enfin, une fois le phishing détecté, il est important d'agir rapidement. Il conviendra de faire cesser la nuisance via un rapide retrait. Si ce retrait ou takedown n'est pas efficace, il conviendra alors de définir une stratégie alternative. Une fois que nous détectons un site de phishing où des emails usurpant votre identité, nous avons la possibilité de supprimer le contenu malveillant grâce à l'utilisation de notre équipe anti-fraude, qui a une connexion directe avec des milliers de fournisseurs d'accès Internet, des hébergeurs, des registrars, des certs, etc. Alors, quelles sont les étapes? Quand on soumet en fait une demande de takedown, l'équipe réalise une enquête, elle fait des captures d'écran, elle recueille un maximum d'informations, pour ensuite prendre contact avec les différentes parties responsables, les hébergeurs, registrars, fournisseurs DNS, etc. Elle transmet une communication, idéalement dans la langue de l'intermédiaire, et ensuite elle surveille en continu l'évolution du site ou de la messagerie. Et elle relance régulièrement si nécessaire. Une fois que le site ou la messagerie a été désactivé, on confirme et on surveille encore pendant 90 jours toute évolution. Dans tous les cas, il faut se préparer à une stratégie alternative au takedown. Alors tout d'abord, nous vous recommandons de bloquer le domaine au sein de votre passerelle email afin que l'usurpation ne soit pas utilisée pour cibler vos collègues. Ça se joue de votre côté. Ensuite, comme alternative au takedown et de notre côté, on peut envisager d'autres actions. Ça peut être soit le blocage au niveau des navigateurs Internet, ça peut être une suspension ICANN, si cela est possible, ou ça peut être la mise en place d'une procédure UDRP à des fins de récupération du nom de domaine. Dans le cas où la désactivation est effectuée, il convient de se poser la question de la récupération du nom de domaine. Même si vous ne voulez pas récupérer le nom de domaine, il convient quand même de surveiller l'évolution du contenu au cas où un site réapparaîtrait ou des nouveaux serveurs de messagerie. Si vous souhaitez récupérer le nom de domaine, suite au takedown, vous avez deux possibilités. Soit on attend l'expiration du nom de domaine, par exemple parce que le nom de domaine aura été suspendu, et dans ce cas-là, il suffit de mettre en place un backorder pour enregistrer automatiquement le nom de domaine au moment de son expiration. Ou soit vous mettez en place une procédure UDRP.